D'accord, merci Madame Auger. Donc, avant de poursuivre, je fais le point sur la localisation du Mozambique, qui est situé entre des pays anglophones et des pays francophones. Donc, un pays luso-bantophone qui est perdu, si je peux me permettre, qui est perdu entre des pays anglophones et francophones. Donc, du côté océan Indien, on a des pays comme Madagascar, Maurice, entre autres, y compris les départements d'outre-mer de la France comme l'île Réunion, Mayotte. Alors, du côté terrestre, il y a des pays comme la Tanzanie, la Zambie, Zimbabwe, Malawi, Afrique du Sud et l'Eswatini. Donc, ce sont des pays anglophones. Mais tous ces pays ont en commun le fait de partager certaines langues bantoues. Alors, langue du Mozambique. Donc, normalement, au Mozambique, on a une langue bantoue comme langue de première socialisation de la majorité, mais ça n'exclut pas la possibilité d'exister des gens ayant le portugais comme langue de première socialisation. Après, le portugais apparaît comme langue seconde et la langue de scolarisation. L'anglais est première langue étrangère, soit à l'âge, le premier contact se fait à l'âge de 11-12 ans, et le français apparaît comme deuxième langue étrangère, premier contact à l'âge de 14-15 ans à l'école secondaire. Qu'en est-il des langues à l'école? Donc, l'enseignement au Mozambique se fait euh, en portugais à tous les niveaux. Et l'anglais apparaît comme matière enseignée avec son statut de première langue étrangère. Le français apparaît aussi comme matière enseignée, donc deuxième langue étrangère. Et les langues bantoues. Ouais, voilà. Donc, les langues bantoues, euh, elles apparaissent actuellement dans le cadre de l'enseignement des langues pour aider les apprenants, les enfants qui sont surtout bantophones. Donc, ils ont le droit d'être scolarisés avec la langue qu'ils maîtrisent le mieux. Donc, dans les trois premières classes, ils apprennent exclusivement en langue bantoue. Euh, dans les classes qui suivent, c'est en langue bantoue et en portugais. Et plus tard, c'est tout enseignement en portugais et la langue bantoue apparaît comme matière enseignée. Mais ces langues bantoues, elles ne sont pas prises en compte lors de l'apprentissage de langues étrangères comme l'anglais et le portugais. Voilà, c'est vrai que dans l'enseignement de langues étrangères, de temps en temps, on peut entendre le portugais occasionnellement, mais pas d'une façon délibérée ni didactisée. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est d'analyser l'impact de l'appui sur les langues des élèves pour apprendre le français et comparer l'enseignement du français langue étrangère articulé avec le portugais et avec les langues bantoues. Donc, si j'ai émis des hypothèses, la première qui s'appuie sur les recommandations des chercheurs dans le domaine du plurilinguisme, et on va voir plus tard certains travaux, notamment les travaux de Nathalie Auger et les travaux du Conseil de l'Europe, soit du CARAP et du cadre européen comme de référence pour les langues. Donc, l'hypothèse principale que j'ai voulu vérifier, c'est que l'appui sur tout le répertoire linguistique des élèves améliore l'appropriation du français. Donc, à partir de cette hypothèse, il y a deux sous-hypothèses. L'appui sur le portugais, qui c'est la langue de référence du point de vue de la scolarisation. Donc, l'appui sur le portugais améliore l'apprentissage du français et l'appui sur les langues bantoues améliore aussi l'apprentissage du français. Donc, probablement, j'aurais pu inclure l'anglais parce que c'est aussi une langue du répertoire des élèves. Mais
dans cette recherche, je n'ai pas inclus. Donc, du point de vue théorique, cette recherche a eu son inspiration dans les travaux européens sur le plurilinguisme, notamment les travaux du cadre de référence pour les approches plurielles, le cadre européen commun de référence pour les langues, notamment le volume complémentaire de 2018, et des différents chercheurs comme Auger, qui est ici à côté de moi. Merci, Madame Auger. Donc, je parle des travaux de Nathalie Auger, surtout le travail comparons nos langues, que c'est quelque chose de très connu. Les enseignants en Mozambique voient et s'en inspirent. Et Candelier aussi, il a beaucoup travaillé dans le cadre des approches plurielles et ça nous a inspiré, sans oublier des chercheurs comme Castelliot et Daniel Moore, entre autres. Donc, selon ces chercheurs, une approche plurilingue de l'apprentissage qui s'appuie sur les connaissances des autres langues connues par les élèves favorise l'apprentissage de la langue cible. Alors, le lieu de recherche est les langues retenues. Donc, cette recherche a eu lieu dans la ville d'Emachiche, dans une école secondaire qui s'appelle la Coche de Lusaka. Donc, ça, c'est au sud du Mozambique, à la province d'Inhambane. Donc, les élèves de cette école, euh, au-delà du portugais, ils ont le Ritonga comme langue bantou, le Chichwa et le Chichup. Voilà cette diversité qui peut jouer un rôle non négligeable dans l'apprentissage de la langue cible, le français en l'occurrence. Alors, le dispositif pédagogique. Donc, nous avons retenu trois classes et nous avons proposé trois situations d'enseignement. La première situation, j'ai appelé enseignement classique. Ça veut dire l'enseignement comme ils font normalement, de façon cloisonnée. Les autres langues ne sont pas convoquées. Donc, on a retenu une classe pour l'enseignement classique. Et une deuxième situation d'enseignement, c'était un enseignement décloisonné, français mis en perspective avec le portugais. Et la troisième situation, c'était une classe où le français a été comparé avec les langues bantoues des élèves, les trois langues bantoues retenues. Je dis les trois langues bantoues parce que nous avons plus de 20 langues bantoues au Mozambique, mais dans l'école où nous avons travaillé, on a retenu, on a recensé plutôt, on a recensé trois langues bantoues. Alors, protocole de recueil des données. Du point de vue du recueil des données, j'ai proposé une production écrite avant la mise en perspective de langue. Le but de cette production était de connaître le niveau de départ des élèves, ça veut dire quel niveau ils ont dans le cadre d'un enseignement cloisonné des langues. Donc, tous ont passé ce test de départ. Ensuite, j'ai mis en place ce dispositif d'enseignement décloisonné des langues. Rappelez-vous qu'il y avait une classe où l'enseignement était classique. Il continuait à faire comme il faisait avant. Et la deuxième classe, on a articulé le français et le portugais. Et la troisième classe, c'était le français et les langues bantoues. Et après la mise en place de ce dispositif pédagogique, il y a eu une production finale. Les trois classes ont dû faire cette production. L'objectif, c'était de voir le niveau de progression des élèves après la mise en place du dispositif pédagogique qui articulait les langues des élèves. Alors, du point de vue des stratégies de leçon, dans l'enseignement classique, l'enseignant, il reformule avec des paraphrases en français. Par exemple, à 11 heures, il met la phrase en français. À 11 heures, Corinne fait ses devoirs. Il reformule. 11 heures, c'est une période de temps. Corinne, c'est la personne qui fait quelque chose. Ses devoirs, son occupation, c'est qu'elle réalise tout ça. Mais ponctuellement, il utilise le portugais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent accéder?
Alors, je dois admettre. Ok, c'est bien. C'est bon. Oui, oui. D'accord. Alors, dans la classe français-portugais, c'était une approche inspirée de l'intercompréhension. Euh, L'exemple, la même phrase, le prof commençait avec cette phrase. À 11 heures, Corinne fait ses travaux. C'était en français. Après, dit en português, às 11 horas, Corinne fait seus trabalhos, en portugais. On a eu une phrase comme je joue au football. Eu jogo football. Portugais du Mozambique qui ne met pas la préposition au parce que la variante portugaise, il y a la préposition. Donc là, dans cette classe, on mettait accent sur la transparence, la proximité sonore et les différences aussi lexicales, comme on va voir plus tard. Donc, voici l'exemple de la comparaison lexicale portugais-français. Est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il serait possible de couper le micro? Le mien? Non, je ne sais pas ce que je dis. Ah, d'accord. C'est bon. D'accord, ok. Donc, la comparaison lexicale, à partir du corpus en français à gauche, donc, on faisait la traduction à droite, chercher l'équivalent, bien entendu, en portugais. Donc, et ils ont vu que, bon, écoutez, il y a des mots qui sont proches du point de vue de la sonorité, même du point de vue de l'écriture. Et du coup, ils se rendent compte qu'il y a un mot qu'ils ne connaissaient pas en portugais, comme remporter. Voilà. Donc, on a fait cette activité et là, ils se sont rendus compte que tout n'est pas transférable. Par exemple, quand on va regarder que c'est assister selon eux, donc là, ils se rendent compte que tout n'est pas transférable. Du point de vue de la structure syntaxique, aussi, il y a eu une activité de comparaison explicite des structures de deux langues. Donc, on a vu cette phrase donc, ça, c'est un extrait d'échange entre l'enseignant et l'étudiant où il dit eu jogo. L'élève complète football, le prof dit foot, et l'élève complète ball. Et football, hein, en français, on dit, donc l'enseignant, il a mené l'élève à produire toute la phrase. Donc, il y a eu enfin, cette sorte de discussion jusqu'à ce qu'il arrive à dire au football. C'est ça que le professeur voulait montrer, qu'en français, il y a la préposition au. Donc, ça a suscité parfois l'activité métalinguistique. Par exemple, pendant le cours, l'élève dit en portugais, on dit sport, en français, on dit sport. En anglais, le prof dit en anglais, oui. Enfin, on dit sport. C'est l'élève qui dit ça. Donc, il se rend compte que soit en français et en anglais, ces mots sont semblables, sont proches. Donc, l'anglais aurait pu jouer aussi un rôle non négligeable. J'aurais pu inclure l'anglais, ce qui n'a pas été le cas. Donc, quelle relation? La relation en portugais ou en anglais? Donc, l'élève répond, la relation sémillance, c'est l'anglais et en français. Donc, il voit que c'est plus proche le mot sport en anglais qu'en portugais. Il dit pas en portugais. Voilà. Donc, ça a permis à l'élève, à mon avis, de se rendre compte que le mot sport est plus proche de l'anglais. L'anglais est une langue aussi de son répertoire que du portugais. Donc, ça permet à l'élève d'être averti que tout n'est pas transférable. Il va voir déjà quelles sont les spécificités liées à chaque langue. Donc, il termine en disant en portugais, on dit desporto.
Donc, cette activité, je pense qu'elle a été vraiment pertinente parce que lui, il arrive à découvrir que non, 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 il y a des choses qui ne sont pas proches à la langue cible. Donc, dans l'enseignement français langue bantou, c'était une approche inspirée de l'éveil aux langues et des comparants non langues. Donc, la phrase était toujours la même et traduite dans toutes les langues des élèves. Donc, Henri Tonga, il dit Kudzi 11 ora, Corinne, Agira Mitumuyae. Hima 11 ora, Corinne, Amaha Mitiruyayena. Nguma 11 ora, Corinne, Otuma Mitumu Yakwe. Donc, en tchitchou, moi aussi, je ne suis pas expert de toutes ces langues. J'étais dans une situation aussi de découverte. Même entre eux, il y avait plusieurs façons de dire la même chose et ça a suscité des débats très animés. Donc, on était tous dans la découverte parce que ces langues sont essentiellement orales. Et ils n'écrivaient pas les langues bantoues souvent. Donc, ils utilisent dans les activités de communication orale. Donc là, on découvre ce qu'est comment les chiffres, par exemple, le prénom, l'air, la structure de la phrase, tout ça. Ce qui est proche dans les trois langues. Donc là, euh, les élèves, ils étaient convaincus qu'ils parlaient en langue bantou, mais en réalité, moi, je pense que c'était en bantougais. Par exemple, quand ils disent Koudzi 11 heures. Donc, normalement, 11, c'est pas 11 en langue bantou. Vous voyez? Donc, ça, c'est une marque du portugais qui a été dite en langue bantou. Normalement, la langue bantou, les- en langue bantou comme Kitonga, euh, c'est 10 plus 1, c'est les Kuminamwe, donc 10 1, vous voyez, donc, et ils disent 11 heures. Ah, donc, la comparaison du lexique en langue bantou, c'était pas très bien visible. Et j'ai fait cette transcription dans toutes les langues. Et vous voyez que entre le français et les langues bantoues, c'est très, c'est très éloigné. Mais entre les langues bantoues, il y a quand même une proximité. Par exemple, en Chitswa, l'émission en Chitswa Kukundisa, en Chichope Kuningela, selon la transcription des élèves. Euh, Retransmission Guningeza Kunikelisa Ninga. Enfin, bref, c'est la traduction des élèves. Elle peut faire l'objet de discussions. Et quand on voit le mot comme image, ils disent dix fautes, à faute, raturat. Donc, vous voyez qu'en Ritonga, en Chitwa, ça semble, ça vient du portugais aussi. Mais déjà, en Chichop, je pense que c'est le vrai mot en langue bantou. Écran, les locuteurs de Ritonga, ils n'ont pas eu le mot équivalent, ainsi que les locuteurs de Chichop, ils n'ont pas eu le mot équivalent. Je suppose que ces mots existent, mais les élèves peut-être ne connaissent pas. Donc, du point de vue de la structure de la phrase, il y a eu aussi une comparaison. C'est pas visible. Et là, il y a la consigne de prof après avoir mis la phrase en français et la phrase dans les trois langues bantoues des élèves. Donc, il demande, vous avez analysé les éléments qui font la composition des phrases, la structure, ça va. Donc là, j'ai transcrit la consigne telle qu'elle a été dite par l'enseignant. Oui, alors qu'est-ce que nous avons ici qu'il n'existe pas ici, qu'il n'existe pas, enfin bref. Donc, il demande une activité d'observation, de comparaison, d'analyse et de discrimination. Donc voilà, ils font cette activité, ils se rendent compte que
la structure est la même parce que les langues bantou permettent plusieurs structures, sujet, verbe, objet, objet, verbe, sujet, tout ça. Alors, production finale après la mise en place du dispositif. Là, ils ont passé la même production. Quand on voit cette production, on voit que elle a une syntaxe non structurée. Il y a enfin, euh, des marques du portugais qui sont très saillantes. Mais quand je compare avec la production faite à la fin, ça c'est la classe de l'enseignement classique, je vois l'apparition du portugais, ça ce n'est pas anodin. Ah non, de l'anglais, ce n'est pas anodin parce que, et ils ont l'anglais, comme je dis. Et aussi, j'ai fait l'hypothèse que, puisque l'anglais est la L3 avant le français, ils pensent que et les processus cognitifs mobilisés pour l'apprentissage du français comme langue étrangère seraient les mêmes qui s'est mobilisé pour l'apprentissage de l'anglais. Donc là, ils pensent, bon, puisque ce sont deux langues étrangères, on peut s'appuyer sur l'une pour arriver vers l'autre. Donc c'est pourquoi apparaît ici l'anglais, à mon avis. Mais c'est une hypothèse qui doit être vérifiée. Mais on voit la récurrence de l'anglais. Euh, la syntaxe reste aussi non structurée. Il y a cette intrusion de l'anglais. Euh, enfin, je ne vois pas trop de progression dans les deux productions, celle de départ et celle faite à la fin dans cette classe d'enseignement classique. Passons euh, à l'enseignement français-portugais. Donc, j'y trouve ici les marques de l'oral, du droit, tout ça. Et je traverse Lava, Alberto. Donc, cette production, elle a été faite au départ dans un contexte où l'enseignement était cloisonné et la production finale, elle a été faite dans à la suite d'un enseignement décloisonné des langues. Donc là, on peut voir que il y a l'appropriation de la structure correcte. Par exemple, quand il dit je joue au football, et dit j'aime jouer. Ça, c'est remarquable parce que en portugais, euh, le verbe aimer va être suivi par la préposition de. Donc, selon toute logique, il aurait pu mettre j'aime d'aimer. Mais ça veut dire que après l'activité de comparaison explicite en classe, il s'est rendu compte qu'il y a une particularité dans la langue cible. Mais, OK, il y a aussi l'intrusion aussi du portugais, mais c'est un mot qui est très éloigné du français. La production finale dans la classe français langue bantou, on voit que cette production a beaucoup euh, évolué par rapport à la production de départ. On voit que la structure syntaxique a été bien respectée. Euh, le lexique, la quasi-totalité, c'est en français. Je vois le lexique comme haricot qui est très éloigné du portugais qui a été bien graphié. Euh, Sauf que il doit stabiliser la question de formation du participe passé parce que dans la première phrase, il dit je passe. Dans la phrase qui suit, il met le participe passé. Bon, avec bon, il met correctement le participe passé, même si après il y a des problèmes de l'accord qu'il a mis là. Et après, il met aussi correctement le participe passé. Il me paraît qu'il a assimilé la règle de formation du passé composé.
Et voilà. Donc, Sicorpius s'inspire du travail de ma thèse. Je l'ai récupéré. Je pense que il était nécessaire de partager ici avec vous. Alors, comme conclusion, donc, la mise en perspective des langues a permis de valoriser les langues des élèves qui n'étaient pas valorisées parce que les curriculums ne prévoient pas de façon explicite l'utilisation des autres langues, sauf les exceptions qui datent de 2003 avec l'introduction de l'enseignement bilingue. Donc, lorsque on a proposé de travailler avec les langues bantoues, on a vu l'enthousiasme des élèves parce qu'ils ont eu le droit de citer les langues bantoues sont le réservoir de leur culture, de valeurs, de mœurs, tout ça. Donc, c'était leur identité qui était prise en compte. Donc, dans l'enseignement classique, on a vu que les élèves ont les mêmes difficultés. Euh, Dans l'enseignement français-portugais, on constate qu'il y a une amélioration de la structure de la phrase lorsqu'ils formulent, lorsqu'ils écrivent leurs phrases. L'inclusion des langues bantoues facilite l'appropriation de la structure de la phrase et approprie le lexique. Donc là, je fais l'hypothèse que le fait de ne pas connaître certains mots en langue bantoue facilite la mémorisation du mot en langue cible. Là, je pense que ne connaissant pas, il n'y a pas une influence qui peut mettre en cause l'appropriation de la langue cible. C'est une hypothèse aussi qui mérite d'être vérifiée. Voilà, donc c'est la fin de mon exposé. Merci de l'avoir suivi. Je restitue la parole à Madame Auger. Bah, merci beaucoup, hein, Beltamiro, pour ce bel exposé, très intéressant sur toute cette multiplicité de langues au Mozambique que tu as mobilisé pour pouvoir proposer des activités de métalinguistique.